Mesdames, Messieurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour une fois de plus regarder ce Club Plus à travers votre télévision, Télé Plus. J'en profite pour vous souhaiter également bon début de semaine. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus décrypter l'actualité et sur ce plateau, pour le faire, je ne suis pas seul, je suis bien accompagné de monsieur Jean-Claude Mpunga Maweja. Il est entrepreneur et puis administrateur de société, aussi coordonnateur, c'est ça, coordonnateur interfédéral du parti politique Mouvement de la Solidarité pour le Changement, parti cher à Laurent Batoumona. Je vais déjà le saluer. Jean-Claude Mpunga, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. C'est votre toute première participation ici. Une petite impression par rapport à nos installations, notre plateau? Vraiment rien à dire. Ah, voilà. C'est vraiment impeccable. Voilà, merci beaucoup. On s'esquinte justement pour mettre nos invités à l'aise. Nous sommes contents que ça se passe ainsi avec vous. On va planter le décor. Première question dans ce club, dans ce numéro de Club Plus. Vous avez été candidat malheureux, c'est ainsi qu'il faut le dire, à la dernière élection législative. Je l'ai dit, c'est comme pour planter le décor. Quel est votre avis du travail abattu par la Commission électorale nationale indépendante, dirigée de maître par Corneille Nangaa? Candidat malheureux, je te conseille le terme. C'est vrai parce qu'on n'a pas été proclamé par la CENI. Mais sans peur d'être contredit, mes électeurs le savent et puis ils n'accepteraient pas que je sois appelé aujourd'hui candidat malheureux parce qu'ils savent très bien qu'ils m'avaient fait confiance, ils m'avaient donné beaucoup de voix, mais voilà, et nous avons été évité un problème. Les élections ont été organisées dans un système où il fallait d'abord, avant d'être éligible à la proclamation et tout ça. La problématique du seuil. La problématique du seuil. Il s'est fait que les recoupements dans lesquels je me suis présenté comme candidat, le progressiste de l'ancien Premier ministre, actuel Premier vice-président du Sénat, n'a pas eu à avoir le seuil. Donc on n'avait pas obtenu le seuil. C'est ainsi qu'avec armes à la main, nous sommes tombés. Et des gens qui ont eu moins de voix que nous ont été proclamés par la CENI, oui. Parce que leur recrutement avait atteint le seuil. Voilà, bon, le travail de la CENI, ce n'est pas à moi de le juger, parce que l'Assemblée nationale est là pour auditer les rapports de la CENI, voir comment le travail a été fait. Mais tout le monde dit que ce travail, comment laisse à désirer. Il y a eu beaucoup d'imperfections, bien sûr, mais c'est déjà une page de tournée. Nous attendons les prochaines échéances. Voilà. Et toujours dans le cadre du décor, comment se porte en fait votre parti, surtout au niveau de la ville de Kinshasa, où vous êtes le numéro 1? Le parti se porte très bien. Donc je peux dire, si c'était un être humain, le parti est en parfait état de santé. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parti, nous sommes maintenant à l'étape de l'installation, de l'implantation du parti dans différents provinces. Pas province, d'abord à Kinshasa, fédération. On cherche à implanter le parti au niveau de cellules, de sections et tout ça. Je crois que ça se passe bien. Nous avons un secrétaire général adjoint très entreprenant, très magnifique, qui fait bien son travail et surtout avec les coachings non négligeables de notre président autorité morale, parce qu'aujourd'hui il est mandataire. Il est directeur général à la DGDEP. Donc voilà, donc nous travaillons en parfaite cohésion, dont le parti se porte très bien. Donc nous nous préparons déjà
pour les échéances prochaines. Je crois que... En 2023, en 2030, comme l'a dit Basile Olongo. Bon, ça n'engage que lui, mais moi, la seule chose que je puisse comprendre, que le président actuel est respectueux vraiment des textes. Oui. Donc, il a un mandat de 5 ans. Je crois qu'il va faire un effort, et le gouvernement qui l'accompagne, d'organiser les élections dans les cycles et les délais normaux. Mais n'empêche que s'il y a des paramètres qui rentrent en ligne de compte, qui font que, voilà, on peut repousser, décaler de quelques mois. Mais à partir du moment où déjà, certaines personnes, je vais aussi rappeler que votre parti est l'un des alliés de l'UDPS, des alliés de taille d'ailleurs, ce qui justifie entre autres la nomination. Voilà, vous êtes membre du CACH. Mais vous, l'UDPS et vous, le CACH en fait, vous venez de ce qu'on appelle l'école de donneurs de leçons. Hier, le régime du président Kabila avait connu ce que nous avons appelé glissement, en lieu et place que les élections puissent s'organiser en 2016. Elles ont été organisées en 2018. Si vous empruntez le même chemin ou schéma, vous ne voyez pas que c'est contradictoire quand même par rapport à vous qui aviez été trop critique, qui étiez à l'école de donneurs de leçons, et aujourd'hui vous êtes à l'œuvre et vous allez emprunter le même chemin. Non, je crois que caricaturer les choses de cette manière-là, c'est pas du tout normal. Moi, je sais que les glissements que nous avons connus de 2016 à 2018 étaient délibérément acceptés par, voulu d'ailleurs par ceux qui dirigeaient le pays à l'époque. Ils ne voulaient pas des élections. Souvenez-vous de Oumela, 3e mandat et tout ça. Il y a les gens qui étaient arrivés fin mandat, qui avaient fait déjà 2 mandats successifs et qui ne voulaient pas quitter le pouvoir dans un regroupement où les gens ne comptaient que sur une seule personne. Et d'ailleurs, à cela, vous avez vu comment ça préjudiciait ces regroupements parce qu'ils ont choisi leur candidat inextrémiste. Donc, juste à la fin, quelques jours des élections. C'est ainsi que ce candidat-là, qui était très mal préparé, n'a pas pu remporter les élections. Parti au pouvoir avec tous les moyens de l'État qu'ils ont utilisés pour battre campagne à l'américaine, mais ils n'ont pas réussi. Donc nous n'étions pas dans une école de donneurs de leçons, mais nous étions dans l'école et nous sommes jusqu'aujourd'hui dans cette école de la légalité. Donc nous croyons que les élections, un mandat, c'est pour 5 ans, mais s'il y a des paramètres comme quoi? Quels sont ces paramètres? Parce que ça peut être volontairement provoqué, ces paramètres. Non. Il y a eu Covid-19 qui l'a provoqué. C'est une belle excuse. Hein? Oui, bon, pas belle excuse, mais une excuse mondialement acceptée. Aujourd'hui, il y a Trump qui cherche même à voir dans quelle mesure on pourrait repousser même les élections aux États-Unis. Donc ça fait que c'est un coup de fouet international, ce n'est pas arrivé. Mais les élections, c'est en 2023, Jean-Claude Mponga. Ça a touché les économies mondiales. Et nous qui avons une économie vraiment précaire, vous savez, ce pays, comment il a été géré autant d'années, avec beaucoup de légèreté, où aujourd'hui l'économie est totalement par terre. Mais ça, c'est aussi du passé. Aujourd'hui, c'est depuis près de 2 ans que vous êtes au pouvoir. Ce n'est pas une justification. On ne va pas relever un pays qui était dans le gouffre pendant autant d'années, à une année de pouvoir. Donc voilà. Mais les indicateurs, on doit les voir. Mais apparemment, jusqu'à présent, la casserole de ma mère traîne à bouillir.
son panier, comment on dit, le panier de la ménagère peine à se remplir. Il est quasiment vide. Oui, ce sont là les indicateurs. Effectivement, il y a beaucoup de paramètres macroéconomiques qui entrent en ligne. Pour qu'on en arrive là, on doit d'abord chercher à... Aujourd'hui, je vous sens timide. Non, non, je ne suis pas timide, sauf que j'essaie un peu de te faire comprendre, de faire comprendre aux téléspectateurs qui nous suivent, parce qu'il y a aujourd'hui des vendeurs d'illusions, des vendeurs de vent, qui croient qu'une fois arrivé au pouvoir, par un simple bâton magique, on peut changer les choses au jour au lendemain. Non, c'est un travail de longue haleine. Le président et son gouvernement, ils se battent pour ça. À nous d'attendre, même à la maison, quand ils mettent la casserole au feu, ce n'est pas en une minute qu'on va manger. Jean-Claude Mpunga, voilà. Dans certains pays, lorsque le président ou un gouvernement arrive au pouvoir, c'est après 100 jours qu'on essaie d'évaluer. Mais chez nous, à partir de quel moment on doit se dire que les choses marchent ou pas? Parce que bientôt c'est 2 ans. C'est un président qui a trouvé quand même un pays quelque part. Mais ici, le pays est... Non, mais il a trouvé $1 milliard dans les caisses de l'État. Pour un pays vaste comme le Congo endémique, à la dimension d'un continent comme nous autres là, $1 milliard, ça représente quoi, mon frère? Il y a la guerre à l'Est, il y a beaucoup de... Non. Écoutez, moi je pense que si nous devons réfléchir de cette manière-là, nous allons biaiser les débats. Le débat, ce n'est pas celui-là. C'est pourquoi dans ces pays, on doit changer quand même de paradigme. On doit changer quand même notre façon d'agir, de raisonner et de comprendre les choses. Parce que si nous devons comprendre les choses comme le Jean de Larry, là on ne ferait pas œuvre utile, on n'aiderait pas ce peuple comme on aime bien parler. Parce que tout le monde veut parler au nom du peuple, et bien que cette notion du peuple est vraiment compliquée à définir. Donc voilà, et je pense qu'aujourd'hui, le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, il a pris le pouvoir dans un contexte très très difficile. Vous savez, l'architecture institutionnelle, constitutionnelle même de notre pays veut que le président, pour mieux gérer, et la majorité dans les 2 chambres, et surtout la Chambre des représentants qui est l'Assemblée nationale. Et le président n'a pas cette majorité-là. Vous êtes en coalition? Oui, c'est ce qui lui a poussé fort de ce qui s'est passé en 1960, de l'expérience passée. On s'est dit, faute de mieux, on va en coalition avec des gens que nous avons combattus hier, dont nous ne partageons pas la même vision, la même appréhension de l'exercice du pouvoir. Mais nous avons accepté d'aller avec en coalition, bien qu'au sein de la coalition, elle se comporte comme si nous étions en cohabitation. Mais nous devons faire avec. C'était les choix à faire pour la paix. Je m'excuse. Donc pour la paix, c'était les choix vraiment à faire. Donc nous l'avons fait et le président de la République a accepté de nous engager sur cette voie-là pour privilégier la paix. Nous avons accepté et voyons, expérimentons un peu cette énième expérience. Aujourd'hui, avoir là où nous a déjà conduit cette coalition, si vous avez un sentiment, aujourd'hui, c'est celui de satisfaction ou bien d'inachevé? Non, non. Jusque-là, on peut faire un bilan de mi-chemin. Bon, tu vois, ce n'est pas le premier jour que l'enfant est né et commence à marcher. Donc il y a quand même un processus, il y a des étapes. Ben, on savait que ça ne sera pas facile suite à des personnes qui sont en face de nous, qui sont aujourd'hui avec nous dans la coalition. Mais même les jumeaux, des fois, ils se disputent, non, ils arrivent même à se battre, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont plus enfants de cette famille-là. Mais nous pensons qu'il peut y avoir des divergences de vie, des divergences d'approche, parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui... Vous savez, l'IDPS, c'est un parti avec tous ceux qui sont avec lui comme parti, avait une vision et une manière de voir la gestion du pouvoir public. Mais aujourd'hui,
nous venons de nous mettre ensemble avec des gens qui ont géré ces pays de la manière que vous connaissez tous. Donc, changer de gens et les amener à la raison, c'est pas chose facile. Parce que le problème, c'est quoi? C'est la méfiance qui est maintenant entre nous et eux. Ils ont peur de l'état des droits que les chefs de l'État vont instaurer. Ils croient que ça sera la chasse à la sorcière. Non. Mais nous voulons quand même que les choses se fassent quand même bien. Que les gens sachent que non, ils ne peuvent pas vraiment associer leurs poches propres avec la caisse de l'État. Donc, seulement ça. Et les gens doivent comprendre que la gouvernance doit changer. Nous sommes quand même aujourd'hui en XXIe siècle, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si on était à l'Antiquité. Donc ce temps est quand même révolu. Les gens doivent comprendre que les changements s'imposent à tous. Ils doivent se mettre maintenant du bon côté de l'histoire et pour que demain, parce que nous serons tous jugés par des générations futures, qui sachent que voilà, ce temps-là est révolu. Ah, voilà, parlons justement, je ne vais pas parler du bilan, mais parlons des actions du président de la République. Vous savez que pendant la campagne électorale, le président avait promis qu'il donnerait tout, même sa vie, pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo. Là, on se rend compte que 2 ans après son arrivée, les tueries continue du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Les gens meurent. Il y a les groupes armés qui continuent de semer de la désolation dans le chef du peuple congolais. On peut dire là que n'est-ce pas l'illustration de l'échec du début de mandat de Félix Tshisekedi? Non, Guilherme, on ne peut pas parler de l'échec. Tu sais, quand on parle de l'échec, l'échec aussi, c'est aussi une bonne expérience, hein, parce qu'on dit la réussite, c'est la sommation, l'espérance, c'est la sommation. Ce n'était pas un excès de zèle de sa part, peut-être? Non, pas excès de zèle. Vous savez, lui-même venait de le dire, hein, que voilà, quand il était hors terrain, donc quand il était encore dans l'opposition, quand il n'était pas encore président de la République, il critiquait ses prédécesseurs, mais quand il est maintenant aux commandes des manettes, il comprend maintenant que non, voilà, les choses doivent se faire comme ci, comme cela. Mais nous devons quand même reconnaître qu'il y a eu des avancées à l'Est. C'est pas comme avant où on tuait les gens, tout le monde. Il y a un état-major avancé que le président a dépêché quand même à l'Est. C'est installé. Un seul Congolais qui meurt, c'est de trop. Oui, c'est de trop, même dans des pays où il y a une sécurité tout azimut, mais il arrive toujours qu'on tue les gens. Mais chez nous, le contexte est un peu différent. Vous savez, là où il y a de richesses, parce que ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas une guerre classique, c'est une guerre asymétrique. Donc on ne sait pas maîtriser qui est qui fait quoi. Donc on peut être avec toi comme ça la journée et la nuit, tu es rebelle, tu es adepte, tu tues les gens, et puis tu reviens à la normale. Et puis voilà, ce sont des gens qui font des incursions. Et puis, il y a aussi une complicité interne de certains politiques de Kinshasa et de certains, même fils du terroir, des autochtones, qui font ça pour les intérêts. C'est le discours qu'on tenait à l'époque de Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est le même. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça change? On ne va pas changer l'histoire aujourd'hui. Nous allons tout le temps rappeler ce qui est réalité. C'est ça la réalité. Mais ce sont des stratégies militaires qu'on ne va pas dévoiler ici. Je sais que le gouvernement est en train de fournir beaucoup d'efforts à l'Est. C'est vrai. Je crois que laissons un peu le temps au temps. Mais dans longtemps, les Congolais meurent? Oui, en même temps, les Congolais meurent. C'est regrettable. Pourquoi les Congolais doivent mourir? C'est parce qu'un autre Congolais, hein, pour ses propres intérêts, veut que son frère meure pour que lui gagne de l'argent. Et tout ça pour de petites promesses des étrangers. Et voilà. Donc c'est tout. Tu vois, depuis la nuit du temps, depuis l'indépendance de notre pays, juste à l'aube de l'indépendance, l'homme congolais a été toujours armé par l'étranger pour combattre son frère et tuer ses propres frères et
donner l'occasion à l'autre, à l'étranger, de bénéficier des richesses de son pays. Et c'est ça qui continue jusqu'à présent? Ça continue à un niveau, mais le président actuel a une volonté manifeste parce qu'il est vraiment fils du pays, il connaît et il a les soucis de sa population. Il veut vraiment que ces choses cessent. Et ça va cesser un jour. Et ça dépend de la volonté de nous tous. Parce que nous ne pouvons pas combattre ceux qui arrivent là-bas par une guerre. C'est ainsi que le président s'est engagé sur tous les fronts. Et surtout sur les fronts diplomatiques. Parce que sur les fronts diplomatiques, on arrive même à réduire les dégâts et les morts. Parce que si on se met directement à faire la guerre, je n'ai pas, moi, dans l'histoire de l'humanité, connaissance d'une guerre qui s'est terminée par une guerre. Donc on finit toujours par négocier. Alors on se poserait la question de savoir pourquoi on ne négocierait pas avant la guerre. Voyez-vous. Donc c'est ainsi que le président s'est lancé sur ce terrain diplomatique pour parler avec nos voisins qui occasionnent de base arrière pour ces rebelles-là, pour qu'ils mettent fin à cela et qu'on garantisse la sécurité à la frontière pour tout le monde. Et je crois que ça va. Il y a un fait un peu anodin, c'est que dernièrement, vous avez suivi l'actualité, il y a la milice ou les miliciens de la Codeco qui ont fait incursion à Bunia et au su et au vu des autorités, et ils se sont dirigés jusqu'à la prison pour tenter de libérer leurs collègues arrêtés, mais il semble que c'est leur féticheur qui a été libéré, et puis à la fin ils ont même été ravitaillés des vivres pour qu'ils regagnent la forêt. Et, je ne sais pas, comment expliquez-vous ce fait-là? Moi, j'essaie un peu d'analyser ce fait différemment. Parce que figurez-vous que ces gens sont entrés, la nuit et le matin, tout le monde l'a vu passer, défiler dans la ville. Et il y a deux stades qui sont restés pendant ce qui s'est passé à Kisangani, la guerre de 6 jours. Des armées étrangères se sont affrontées à Kisangani. Il y a eu des dégâts énormes. Les gens sont morts. Donc, si les FARDC avaient ouvert le feu sur ces miliciens-là, en pleine ville, vous savez, aujourd'hui, on compterait combien de morts? Mais comment ont-ils réussi à rentrer dans la ville? C'est comme un serpent qui est sur la criche. Donc, vous voulez les tuer, vous allez briser la criche. Donc, il fallait utiliser l'intelligence. Il fallait utiliser l'intelligence. Ce sont des gens. C'est des gens. Ils avaient des bâtons en main. Seulement quelques-uns avaient des armes. Bon. Je ne sais même pas si dans ces armes, il y avait des munitions. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas de la faiblesse, mais on a joué l'intelligence, on a joué la sagesse. Parce que si on avait engagé un affrontement avec ces gens, aujourd'hui on parlerait d'un carnage, on parlerait même d'un génocide, parce que les organisations et tous les organismes de droits de l'homme et tout ça sortiraient pour dire qu'on a massacré les gens. Aujourd'hui, ça serait à la une de tous les médias étrangers. Que voilà, à Bunia et tout ça, on a tué 1 million de gens dans la ville. Donc voilà, nous ne sommes pas des barbares. Nous avons cherché la voie de la raison. Et ces gens-là, nous connaissons désormais là où ils sont. Et voilà, d'ici là, peut-être l'armée va lancer un assaut là où il n'y aura pas trop de dégâts. C'est pour vrai que, voilà, si c'était fait là-bas, beaucoup de civils, des enfants, des femmes, seraient morts dans cette histoire, inutilement d'ailleurs. Ah, voilà, nous allons, actualité oblige quand même, nous allons parler
de la proposition faite par le docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix 2018, notre compatriote. Vous connaissez ce qu'il fait dans le domaine de la gynécologie en faveur de nos mamans qui sont violées à l'est de notre pays. Il a proposé qu'on puisse créer un tribunal international portant sur les crimes commis en République démocratique du Congo. Là, il est en train de viser non seulement la RDC, mais les pays voisins. Mais il y a eu une intervention, une réplique de l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. Je rappelle que cet ambassadeur, M. Karega, est né en République démocratique du Congo. Il n'est devenu rwandais qu'en 1995. Donc, en comme tant d'autres d'ailleurs. En 1995, voilà. L'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, d'abord, il n'a pas, dans ses propos, peut-être c'est le non-dit de son dit, il n'a pas voulu que les massacres de l'Est de la RDC puissent être considérés comme un génocide. En plus, lui, il dit haut et fort, il a tweeté, il a retweeté, qu'il n'est pas d'accord qu'on puisse créer ce tribunal-là international pour juger les crimes commis en République démocratique du Congo. Lui voudrait, ou il souhaiterait qu'on puisse passer par la voie diplomatique, négocier, voir comment trouver solution. Quelle est votre appréciation quant à cet état des choses? D'abord, Kylian, je vais te dire une chose. Ce qui m'intrigue, moi, est que nous, Congolais, nous donnons beaucoup d'importance à ce que disent les Rwandais. Et nous avons donné beaucoup de valeur à un petit pays comme le Rwanda. Je crois que le docteur Mukwege n'est pas le premier à proposer cela ou à dénoncer ce qui se passe à l'Est. Je crois qu'avant docteur Mukwege, beaucoup de voix, voire même des anonymes que nous ne connaissons pas, se sont déjà levés pour condamner les massacres qui s'est passé et continue à se passer à l'est de notre pays, et qui propose que cela d'abord doit être reconnu comme génocide. À cela aussi, il faudrait d'abord définir le concept de génocide. Qu'est-ce que un génocide? D'abord, le génocide, c'est le fait d'avoir, de créer un mouvement, d'avoir l'idée délibérée d'exterminer une race ou une communauté donnée. C'est ça. Les Rwandais étaient très forts diplomatiquement, ont réussi à faire de leur théorie de 1994 que ça soit accepté par la communauté internationale comme étant un génocide. Parce que chez eux, comme vous savez, il n'y a que deux tribus. Il y a une tribu qui s'est victimisée, voilà, qui a montré à la face du monde qu'elle a été tuée, massacrée par une autre. Dans l'occurrence, les Hutus. Donc les Tutsis se sont victimisés. Mais ce qui est vrai, il y avait aussi des tueries. Les Tutsis de part et d'autre. Oui, il y en avait de part et d'autre, sauf que c'est quand vous le dites. Quand les Tutsis ont pris le pouvoir, c'est eux qui avaient la force. Ils ont imposé leurs droits. Et pourquoi ils l'ont fait? C'est parce qu'ils ont profité de la faiblesse de la communauté internationale, de la mission des Nations Unies qui était au Rwanda, qui n'avait pas pu empêcher cela. C'est ce qui a fait avec tous les lobbies américains et tout ça. On a réussi à accepter cela par la communauté internationale comme étant un génocide. Mais chez nous, nous devons d'abord commencer par faire accepter cela par la communauté internationale que voilà, il y a un génocide au Congo. C'est que moi, je reconnais qu'il y a un génocide, et toi aussi. Et tous les hommes nous avertis voient que ce qui se passe à l'Est, c'est vraiment un génocide. Tu vois les gens qui viennent, qui tuent, qui remplacent les autres. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Mais il y a encore des efforts à faire. Mais moi je dis, si c'était l'ambassadeur de la RDC au Rwanda qui avait tenu de tels propos, est-ce que cet ambassadeur serait encore à Kigali?
Mon frère, il y a une flexibilité au niveau des relations diplomatiques, des relations internationales. C'est le droit des États. Nous, aujourd'hui, nous avons des relations diplomatiques avec le Rwanda. Apparemment, le Rwanda est un peu supérieur à nous. Le Rwanda n'est pas supérieur à nous. C'est vous qui croyez que le Rwanda est supérieur à nous. Mais ça se voit, ça s'illustre. Non, ça ne se voit pas. Ça s'illustre. Les gens qui marchent pour protester contre les propos de cet ambassadeur, ils sont pulvérisés des gaz lacrymogènes par la police. C'est leur droit de marcher. Mais vous savez aussi que nous devons protection à cette ambassade-là. Mais ces gens n'y allaient pas pour aller casser. Non, nous devons protection. Déposer un mémo. Si la police a estimé qu'ils ont marché de là où ils ont commencé jusqu'à arriver là où ils sont arrivés, c'était suffisant, il fallait quand même chercher à sécuriser l'ambassade. C'est tout à fait normal, c'est la protection diplomatique de l'inviolabilité même de la résidence ou du bâtiment qui abrite l'ambassade d'un État voisin, d'un État ami. C'est vraiment tous ceux qui ont fait des relations internationales parleraient comme moi s'ils ne le font pas par sentiment de mesurer. Mais ce qu'il y a à faire, c'est quoi? Nous ne sommes pas seulement là nous sommes devenus trop alarmistes. Nous devons faire un effort d'abord à l'interne. Les Congolais divisés d'abord à l'interne. Les jours où les Congolais... Vous savez que nous créons même les conditions de la balkanisation. Nous-mêmes Congolais. Aujourd'hui, le Congolais est devenu tribal, est devenu, je ne sais quoi dire, régional et tout ça. Tu imagines que vous vous réveillez un matin, on tue des Congolais quelque part dans son propre pays, brûlé vif de jumeaux, parce qu'ils appartiendraient à une tribu quelconque, d'une province quelconque. Vous comprenez? Ça, c'est inacceptable, vraiment inacceptable. Donc, c'est des choses à condamner. Nous ouvrons nous-mêmes la fenêtre ou la porte, il y a tout cela. Nous devons d'abord nous unir, être ensemble, parler le même langage. Nous étalons beaucoup nos faiblesses sur la place publique. Dans d'autres pays, nos querelles intestines, nos querelles byzantines doivent rester entre nous. Mais nous, je ne sais même pas ce qu'est devenu un Congolais aujourd'hui. Hein? Les gens se moquent de nous. Vous allez au Rwanda, vous trouverez des Rwandais, ils sont soudés derrière leur président de la République. Mais il y a de l'opposition aussi là-bas que le président Kagame mate à tout bout de champ. Mais ils ont aussi un chemin à faire. Nous, ce n'est pas aujourd'hui, c'est pas un cadeau que nous ayons la démocratie aujourd'hui. On s'est battu, les gens sont morts pour ça. À eux aussi de se battre pour avoir la démocratie chez eux. Kagame n'est pas un Superman. Hein? Ce n'est pas un demi-dieu. Comme disait Mouzé à Mobutu, qui t'a dit que tu étais Dieu. Voilà, Kagame n'est qu'un humain. À eux aussi de faire des efforts que nous avons fournis. Nous nous sommes bâtis. Des gens sont morts. Il y a des gens qui ont consenti beaucoup de sacrifices pour qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est aussi un exemple pour la sous-région. Le Congo est un géant dans la sous-région. Tout le monde envie les Congolais, tout le monde envie les Congos. Mais le Congo lui-même ne comprend pas ce qu'il est. Les jours où nous comprendrons que nous sommes Congolais, que nous sommes forts, que nous sommes un État fort au centre de l'Afrique, c'est les jours où tout le monde aura peur de nous. Si les gens ne nous craignent pas, c'est parce que nous-mêmes, nous créons des conditions pour que nous ne soyons pas respectés par les autres. Voilà, je vais quand même, on ne va pas quand même terminer cette émission sans faire allusion au tout dernier propos de Martin Fayulu avec Théodore Ngoï. Vous le savez, les deux candidats malheureux à la dernière élection présidentielle ont proposé que le président de la République puisse être mis en accusation pour trahison, pour avoir trahi la Constitution. Et par conséquent, Augustin Kabouya est venu répliquer pour dire que, pour accuser le président Joseph Kabila, disant que c'est lui qui aurait instrumentalisé Martin Fayulu et Théodore Ngoï. Alors,
j'ai besoin d'une réponse à 2 volets. Premièrement, comment appréciez-vous les propos de Fayulu? Je sais que vous ne les applaudirez jamais, mais quand même donner un argumentaire qui puisse convaincre nos téléspectateurs. Et puis, comment allez-vous réagir par rapport aux propos d'Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général de l'UDPS, votre principal allié? Bon, de un, je ne veux pas commenter les propos d'Augustin Kabouya parce que je n'en ai pas mandat. Je ne suis pas de l'UDPS. Il est secrétaire général de son parti. Il a répliqué. C'est votre allié. Et vous êtes dans le cash ensemble. Oui, nous sommes dans les cash, mais ce n'est pas une déclaration commune du cash. Donc c'est l'UDPS qui a répliqué. Mais en fait, je veux parler de ces deux individus dont vous venez de faire allusion, candidats malheureux de leur État, certes, mais nous sommes en démocratie, chacun est libre de s'exprimer. Donc ce qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, ils profitent de l'ouverture même de l'espace démocratique qu'a mis en place le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour qu'il parle. Moi, je vais prendre ces cas un peu séparément. Je commence par l'avocat Théodore Ngoï. Théodore Ngoï, parce que vous le citez, Théodore Ngoï. Théodore Ngoï, c'est un avocat. Un avocat, il est quand même astreint à un droit de réserve. Il a été consulté par ses clients. Il ne pouvait pas venir étaler le secret de ses consultations ou de sa consultation sur la voie publique. C'est déjà de l'entorse à sa profession. Donc je crois que l'ordre d'avocat devrait quand même s'y pencher et tirer toutes les conséquences de ces bavures. Mais Théodore Ngoï, il est praticien de droit. Il sait que la seule personne ou le seul organe habilité à mettre le président de la République en accusation ou à constater la violation de la Constitution dans le chef. C'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle. Et non seulement la Cour constitutionnelle, mais le procureur général près la Cour constitutionnelle, c'est lui qui doit activer même l'action publique. Mais le procureur général près la Cour constitutionnelle, depuis que le président a pris toutes ces ordonnances, la Cour constitutionnelle est restée muette. Donc on peut constater qu'il n'y a pas eu violation de la Constitution. Là où M. Fayulu a péché, il était en droit de s'exprimer. Mais un homme politique de son acabit s'affichait devant Théodore Ngoï pour des choses de basse besogne comme celle-là. Je me dis que Fayulu a perdu un peu de pédale. Donc il a manqué des discours et il voulait faire le buzz, mais voilà, mais ça tournait. Donc moi, je peux constater que Fayulu aujourd'hui n'est resté que l'ombre de lui-même. Parce qu'aujourd'hui, vomi par ses pairs. Tu vois, aujourd'hui... Vomi ou bien ils ne sont pas d'accord avec lui par rapport à ses propos? C'est une manière, nous sommes en politique, vous savez. En politique, il n'y a pas d'action sans intérêt. On peut se poser la question de savoir quel était l'intérêt de Fayulu si aujourd'hui Félix Tshisekedi est destitué. Il gagnerait quoi? Parce que c'est... Il veut récupérer l'impérium qu'il a toujours réclamé. Il dit la vérité des urnes. Il veut que les élections puissent... Il veut les élections anticipées. Tu vois les FCC donner le pouvoir à Fayulu. Et une fois récupéré le pouvoir, on donne ça à Fayulu. C'est le FCC qui a le pouvoir. Mais non, c'est le FCC qui est majoritaire au Parlement, dans les deux chambres. Constitutionnellement, si le président actuel, même sur... Ça serait Alexis Thambwe Mwamba, oui, et du coup, les élections seraient anticipativement organisées. La Constitution prévoit que lorsque le président du Sénat... Est-ce que vous avez les moyens pour organiser les élections dans 4 mois dans ce pays? Vous avez suivi la junte
Au Mali. Au Mali. Ils ont pris le pouvoir. Mais maintenant, ils projettent les élections dans combien d'années? Donc, si je dois comprendre votre conclusion, c'est que les propos de Fayoulou et Théodore Ngo, ils sont nul effet non avenu. Ils sont malvenus d'abord. Ils sont malvenus parce que c'est des propos provocateurs. C'est des propos qui cherchent à mettre des troubles inutilement dans le pays. Donc, ce sont des responsables. Quand on est responsable politique, on doit être conséquent. On doit savoir communiquer. Quelle a été l'opportunité de sa communication, de ses déclarations en tant que leader politique? Il sait très bien que derrière lui, il y a quand même des gens qui l'écoutent, qui le suivent. J'accepte que c'est un leader politique. Vous savez, il suffit de rien pour que vous quittez le 5e niveau et vous tombez. Il est tombé trop bas. Parce que, vous savez, aujourd'hui même, les gens, les chantres, les gens qui les défendent, les grands comme Kebaï, comme Tchani et les autres, pour ne citer que tes collègues journalistes, au lieu d'analyser, et se sont fait militants, mais aujourd'hui ils sont déçus. Ah, voilà, ils sont déçus, et Fayoulou a déçu beaucoup de gens. Et la Mouka aujourd'hui risque de sombrer par la faute d'une seule personne qui est Fayoulou. Donc aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, que Fayoulou était la fabrication, l'invention de Katumbi et Bemba. Donc c'était un robot créé par Bemba et Katumbi. Il suffit seulement que Katumbi et Bemba appuient sur le bouton et c'est fini. Oh, voilà, merci. Ça va vraiment, vraiment vite. C'est sur cette note que nous allons mettre un terme à cette émission. Déjà, je sais que vous... Voilà, donc je suis resté sur ma soif. Voilà. Les téléspectateurs aussi. Oh là là, oui, oui. Malheureusement, la télévision, c'est l'heure. Donc, on est obligé de mettre un terme à cette émission. Vraiment, il ne reste qu'à vous dire sincèrement merci. Monsieur Jean-Claude Mpunga Maouija, je rappelle que vous êtes coordonnateur interfédéral du MSC, parti cher à l'honorable Batoumouna. Aussi, vous êtes entrepreneur et administrateur général d'une grande société ici à Kinshasa. Donc, nous vous disons merci. C'est votre première venue sur ce plateau. Je crois que ça ne sera pas la dernière. Non, si vous m'invitez, je viendrai. Ok. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie ce soir. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de votre fidélité à Télé Plus. Restez branchés et vous ne serez jamais, alors jamais déçus. Bye et à la prochaine. Et 40 minutes et